Bonjour, vous êtes bien à l'Association belge d'études et de protection des animaux rares, l'Association belge de cryptozoologie. Nous ne pouvons répondre à votre appel pour le moment, mais nous le ferons très volontiers dès notre retour si vous nous laissez vos coordonnées. Nous vous signalons que nous ne nous occupons ni de chats, ni de chiens, ni d'aucun animal domestique. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Au revoir et à bientôt. Est-ce que vous pourriez nous parler brièvement de votre association ? Alors, l'association a été créée, donc l'Association belge d'études et de protection des animaux rares, a été créée il y a 10 ans exactement, dans le but de trouver plus exactement des financements privés au public, afin de monter des expéditions de recherche concernant les cryptides, donc les animaux non répertoriés. À côté de cela, s'est développé par la suite une revue, un périodique. Ensuite, nous avons donné des conférences, nous avons monté des colloques, nous avons participé à d'autres expéditions montées par d'autres gens, notamment en Norvège dans les années 99, 98, 99 et 2000. Nous avons également créé un site internet. Ce site internet présente un petit peu tout ce que nous produisons, la revue et compagnie, a une section de brèves qui régulièrement est mise à jour en fonction des événements que nous trouvons. Une partie est en gestation pour le moment, une autre partie c'est une partie encyclopédique, mais là nous verrons d'ici quelques temps. Donc alors, est-ce que en quelques mots, vous pourriez nous expliquer ce qu'est la cryptozoologie ? Une définition assez simple. Alors, la cryptozoologie, on pourrait la définir de cette manière en disant que la cryptozoologie, en fait, c'est la recherche et l'étude des animaux de grande ou de moyenne taille, animaux vivants de grande ou de moyenne taille, non encore officiellement identifiés par la zoologie officielle. Ok, et pour vous, c'est plus une passion ou c'est devenu votre profession au fil du temps ? Alors, à l'origine, c'était une passion, un intérêt et une passion, et puis finalement, j'en ai fait ma profession. Parce que je me suis dit qu'il y avait probablement pas mal de choses à découvrir là-dessous et des choses qui intéresseraient également l'être humain, qui intéresseraient simplement la conservation de la nature au niveau mondial, et que ce serait dommage de passer à côté de certaines de ces créatures qui pourraient nous apporter des réponses sur notre propre existence sur Terre. Alors qu'est-ce que c'est qu'une démarche cryptozoologique ? C'est qu'il faut partir de données parcellaires que nous possédons sur la probabilité d'existence d'une créature, c'est-à-dire ce qu'on appelle nous en langage cryptozoologique un cryptide, et à partir de ces éléments parcellaires, qu'ils soient décrits, qu'ils soient des légendes, qu'ils soient des éléments anatomiques comme des morceaux de peau, des poils, des plumes, un os, une dent, que sais-je, voire une photographie, voire un film. À partir de ces éléments très parcellaires et donc très pauvres, il faut tenter de remonter jusqu'à l'animal en suivant une enquête qui se rapproche des enquêtes, je vais dire, criminelles. Alors, est-ce que vous savez, à ce jour et dans le passé, combien d'États ont investi dans la cryptozoologie ? Alors, à ma connaissance, il y a 2 États qui investissent officiellement. C'est l'Union soviétique dans les fin des années 50, début des années 60, où ils ont créé des commissions d'études de l'homme des neiges, où ils ont subsidié des expéditions et des études pendant un temps. Et puis actuellement, c'est la Chine également, au travers de l'Académie des sciences de Pékin notamment, qui finance des recherches dans ces provinces concernant le Yeren, le fameux homme sauvage de Chine. Ce sont les 2 seuls États, à ma connaissance. D'accord. Et selon vous, c'est plus un manque d'intérêt financier ou plus un manque de conviction ? Je crois que c'est plus un manque de conviction. Il est beaucoup... il y a aussi, comme on le sait, cette aura de mystère et d'un peu sulfureux autour de tout cela. Et donc, pourquoi financer les chimères, la recherche de chimères ? C'est un petit peu ça, je crois, l'attitude, ou totalement, dans certains cas, je crois, la méconnaissance de certains sujets par rapport de la part des dirigeants, de la part des pouvoirs concernés. Donc, est-ce que vous pourriez, afin de nous guider un peu dans notre reportage, nous donner 2-3 éléments qui nous permettraient d'aller voir ? Vous pouvez également aller au musée de zoologie de Lausanne, car ils ont hérité du fonds Bernard Heuvelmans,
qui reprend tout ce que possédait Bernard Heuvelmans comme bouquin et toutes ses recherches, etc. Ça existe depuis 2-3 ans. Là, vous pouvez aller voir là pour avoir des informations sur le sujet. Ok, je vous remercie. Et ce merci est une moindre reconnaissance. Je sais à présent que des scientifiques étudient des créatures appelées cryptides, autrement dit animal qui vit caché. Le chef de file de la cryptozoologie est sans nul doute Bernard Heuvelmans. Biologiste aux multiples talents, il a entre autres rédigé des ouvrages comme Sur la piste des bêtes ignorées, publié en 1955. Malheureusement décédé, il a légué toutes ses archives au musée de zoologie de Lausanne. 8 heures de route plus tard et un coup de téléphone, me voilà avec le docteur Olivier Glaiseau. Alors, docteur Olivier Glaiseau, vous êtes biologiste au musée de zoologie à Lausanne. En 1999, Bernard Heuvelmans vous lègue ses archives. Pourquoi à vous? Pourquoi au musée? Et il connaissait le musée de zoologie et je crois que ce qu'il a décidé à donner donc de son vivant, à promettre de son vivant de léguer les archives à Lausanne, c'était l'assurance qu'on lui donnait de garder son fonds en tant que tel, comme une unité au sein du musée de zoologie, un fonds documentaire de cryptozoologie, et non pas de le disperser aux quatre vents, de l'enterrer dans une cave, comme ça aurait été peut-être le cas dans des musées beaucoup plus grands qui n'ont pas la possibilité de s'occuper de tels fonds, en fait. Ok, d'accord. Quelles ont été vos premières impressions quand vous avez vu les documents arriver? Alors, en tant que zoologiste, quand on nous parle de cryptozoologie, qui n'est pas vraiment un domaine qui est enseigné en tant que scientifique, on a forcément une certaine réticence parce que la cryptozoologie a une image un peu, je dirais, de sciences parallèles, de sciences farfelues. Ensuite, on reçoit ce fonds, on est de toute façon intéressé on a envie de jeter un coup d'œil parce que c'est quand même un volume assez impressionnant de documents, de livres, de manuscrits et tout ça. Et puis, quand on regarde ce qu'il y a dedans, on peut être qu'impressionné par le contenu de ces archives. Ok. Et à propos du contenu, combien d'espèces reste-t-il à découvrir selon Bernard Heuvelmans, sans compter les moustiques et tous les mammifères qui ne rentrent pas dans la cryptozoologie? Voilà, c'est ça. Donc, effectivement, si on compte les petites bêtes, c'est quasiment impossible à répondre, vu qu'on en découvre effectivement 2000, 3000 par année. Si on prend les animaux cryptozoologiques, Bernard Heuvelmans, je crois me souvenir qu'il considère qu'il restait environ 100 à 150 espèces animales à découvrir. Donc alors, d'un point de vue zoologique, comment en est-on amené à faire de la cryptozoologie? Alors j'ai un peu l'impression qu'un zoologiste qui va faire de la cryptozoologie, c'est plus par une sorte de hasard ou une sorte de passion qui se développe, ou bien le hasard de son sujet zoologique qui l'amène à rencontrer des cryptozoologistes. Les deux domaines ne sont absolument pas liés à la base, même s'ils parlent tous d'animaux. Et comment est-ce perçu justement par la science en général, hein? Pas seulement, d'une part par les zoologistes et par le monde scientifique dans son ensemble. Alors, la cryptozoologie est considérée comme une parascience, une science de la limite en fait, entre le domaine de la science et le domaine de la croyance populaire ou je ne sais quoi. Donc c'est vrai que le scientifique pur et dur va rejeter a priori la cryptozoologie comme étant quelque chose de non scientifique. Parce que vous me parliez justement de croyances, de légendes. Vous, en tant que zoologiste, dans la cryptozoologie, quels sont les indices que vous allez prendre en compte? À savoir, est-ce que vous utilisez seulement des données scientifiques comme, je sais pas, une empreinte de pas ou un brin d'ADN, ou est-ce qu'un témoignage va vous suffire par exemple? Non, alors en tant que zoologiste, c'est clair que si on a maintenant, avec les techniques actuelles, si on a un poil qui permet nous de définir, de faire une séquence ADN, de définir que c'est une nouvelle espèce ou une nouvelle espèce animale, c'est une preuve scientifique. Une empreinte, c'est beaucoup plus sujet à caution, parce que ça peut se falsifier, ça peut être un hasard, ça peut être autre chose. Je dirais qu'avoir toutes les empreintes de Yeti, on n'a jamais réussi à prouver ce que c'était exactement. C'est plus des preuves à ce niveau. La preuve pour le scientifique, la preuve c'est une preuve matérielle. C'est quelque chose qu'on a sous le microscope, c'est quelque chose qu'on a sous la loupe, c'est quelque chose qu'on a dans notre gel pour l'ADN, mais ça ne va pas